Donc, bienvenue à ce dialogue de rapprochement de la programmation thématique de la cinquième édition des Dialogues pour le climat, intitulé donc L'heure au choix collectif, comment tracer la voie d'une transition énergétique collaborative au Québec. Donc, même si nous sommes en ligne, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons donc les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens continus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. Donc, cette table ronde s'inscrit dans le cadre du Global Ethical Stockcake, une initiative mondiale portée par la présidence de la COP30 visant à intégrer aux négociations climatiques les dimensions éthiques, culturelles et sociales, en particulier en réunissant des voix autochtones, syndicales, académiques et de la société civile. Euh, Merci d'être avec nous donc, pour ce moment de réflexion collective. Les dialogues pour le climat visent à rendre donc, les négociations plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Et on vous invite à suivre le reste de notre programmation pendant les 2 semaines de la COP que je partagerai plus tard dans le chat. Nous tenons aussi à remercier donc, les 10 organisations partenaires des dialogues pour le climat. Je vous informe que le webinaire est enregistré et qu'il sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter l'animatrice de ce panel, donc Andréane Brazo, qui est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Andréane, je vais te laisser la parole. Voilà, donc bonne discussion à toutes et à tous. Merci beaucoup, Prune, pour l'introduction. Donc, d'abord, vous m'excuserez parce que je suis effectivement à la COP, donc à Belém. Il y a un petit peu de bruit autour de moi. Et donc, pour ceux et celles qui sont déjà allés, vous savez que c'est pas toujours facile de trouver un coin silencieux. Donc, je vais faire mon possible avec vous aujourd'hui. Euh, Puis, ben, petit élément aussi par rapport au dialogue pour le climat, là, cette année, on a lancé une nouvelle édition des Négos en bref, donc quatre petits bulletins pour mettre à jour, ben, pour mettre au courant la société civile à jour par rapport à ce qui se passe dans les négociations et à Belém. Donc, la première édition, elle est sortie ce matin. N'hésitez pas à la lire et si Prune, tu peux mettre le lien en commentaire, ce serait très apprécié également. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, la question de l'énergie, elle est évidemment au cœur des négociations climatiques internationales, au cœur de l'accord de Paris aussi. Puis aujourd'hui, je dois dire, là, à la COP, on commence à sentir un certain momentum avec deux initiatives qui mettent vraiment de l'avant la sortie des énergies fossiles et ça fait vraiment du bien là, après deux, trois COP où ça a été extrêmement difficile. Mais d'une part, là, il y a le TAFF Roadmap, donc le Transitioning Away from Fossil Fuel Roadmap, et la Déclaration de Colombie. Là, dans le fond, ce sont deux initiatives qui servent à en fait, l'idée est d'en arriver à intégrer la sortie des énergies fossiles dans les textes qui vont être adoptés d'ici la fin de la COP. Le premier, là, la feuille de route, elle est assez prometteuse parce qu'on parle vraiment de l'intégrer dans les négociations, alors que l'autre, la déclaration de Colombie, c'est plutôt une initiative là, qui vient justement de ce pays-là pour rehausser l'ambition, pour rallier les gens derrière la cause et ils vont organiser le premier sommet mondial sur la sortie des énergies fossiles ce printemps. Donc là, si on ramène ça chez nous, ben c'est sûr, ben, en fait, avant toute chose, je vais rappeler le contexte géopolitique difficile dans lequel on est, là, avec notamment le recul des États-Unis de l'accord de Paris, beaucoup d'annonces de recul climatique et environnementaux dans le monde. Par contre, heureusement, on sent quand même qu'il y a énormément de mobilisation et puis de toute manière, la transition, elle est en cours, qu'on le veuille ou non. Mais donc, si on ramène ces dynamiques-là chez nous, ben en fait, c'est un peu la même chose. D'un côté, il y a certains ralentissements, de l'autre, il y a aussi une inarrêtable transition. Puis au Québec, on est assez chanceux, là. On produit majoritairement de l'électricité renouvelable. En fait, c'est pas de la chance, ce sont des décisions politiques qu'on a prises. Par contre, ben, ça reste la moitié de l'énergie qu'on consomme qui est encore de sources fossiles. Donc, on a énormément de travail pour mener cette transition-là. On a des énergies fossiles dans nos véhicules, nos bâtiments et plus encore. Donc, ça fait encore partie de notre quotidien. Donc, au Québec, comment est-ce qu'on va mener cette transition-là? Avec quelle énergie?
avec quels outils pour qu'elle soit juste, inclusive et qu'elle ne laisse personne derrière. C'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais introduire nos trois panélistes. Donc, nous avons d'abord Renaud Gignac, qui est avocat et économiste avocat de formation et économiste. Il a été analyste et gestionnaire de projets dans divers milieux, dont le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'Institut climatique du Canada, le secteur privé, le secteur associatif et le milieu académique. Ensuite, nous avons Marie-Céline Rose, qui est présidente du SEPB 463. Elle représente des travailleurs et travailleuses dans le domaine de l'énergie et elle est impliquée dans son syndicat depuis plus de 20 ans. Sa section locale comprend 3 unités, donc ce sont les employés de bureau de GMP Énergie, les représentants d'Énergir et les employés de bureau d'Énergir. Donc, c'est environ 400 membres au total. Et finalement, nous avons Jean-Pierre Finet, qui est analyste en énergie au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Il a plus de 30 ans d'expérience, un vieux de la vieille, comme on dit. Il regroupe 8 organisations, le ROE regroupe 8 organisations environnementales et Jean-Pierre Finet donc, se spécialise dans les politiques et la régulation énergétique. Il est un intervenant régulier auprès de la Régie de l'énergie, du BAP et des médias pour promouvoir une transition énergétique qui est juste et démocratique. Donc, justement, parlons-en de la transition énergétique et ça s'inscrit très bien dans le contexte de la COP 30. Comment, à tour de rôle, comment vous décririez le moment dans lequel on se trouve au niveau énergétique? Où se trouve le Québec en 2025? Donc, je vais passer la parole à Renaud pour commencer. On t'écoute. Merci, Andréane. Bonjour à tous, à toutes. Je pense que le Québec se situe dans un moment d'attentisme par rapport à une position relativement favorable en matière de transition énergétique, mais dans le contexte actuel où, à l'extérieur de notre bulle nord-américaine, il y a d'autres pays qui font des progrès, qui continuent de faire des progrès majeurs. Une position d'attentisme, c'est un peu se mettre en retrait d'un tapis roulant qui continue à avancer. Donc, je pense que on est encore un peu dans le choc post-traumatique, je dirais, de l'élection de Donald Trump qui a fait planer des menaces économiques importantes pour le Québec, mais et pour le Canada. Mais je pense qu'avec un peu de recul sur ce qui se passe vraiment en termes de guerre commerciale, on réalise qu'au plan énergétique, je ne parle pas des autres secteurs clés comme l'aluminium, le bois d'œuvre, mais au plan énergétique, les menaces sur notre souveraineté énergétique et notre sécurité énergétique ne sont pas aussi fondées qu'on aurait pu le croire. En début de mandat, le président américain brandissait des tarifs sur le pétrole exporté, le gaz exporté de l'Ouest canadien et donc des impacts économiques pour le reste du Canada et indirectement pour le Québec. On pensait peut-être que le président pourrait couper l'approvisionnement pétrolier vers l'Est du Canada. On pensait que, bon, si les États-Unis cessaient d'importer des combustibles fossiles canadiens, ben là, il faudrait peut-être penser à exporter du GNL vers l'Est du Canada, donc en passant possiblement par le Québec. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les États-Unis sont foncièrement dépendants des ressources énergétiques canadiennes. Le Canada est un fournisseur clé, notamment pour l'exportation de GNL américain. Et donc, les menaces d'imposer des tarifs ou même des blocus au niveau énergétique, ce qui pourrait justifier des projets à forte émission, ne sont pas aussi justifiés qu'on pensait finalement. Et donc, ça ouvre la porte à remettre en question ces projets polluants. Au Québec, je dirais qu'on l'a fait de façon assez ferme et les projets de GNL, ce n'est pas identifié par les leaders politiques, la plupart, comme des projets porteurs, contrairement à ce qu'on voit ailleurs au Canada. Donc, il y a quand même des positions, je dirais, encourageantes. On est toujours dans l'alliance BOGA là, pour Beyond Oil and Gas,
L'interdiction de la production, de l'exploration sur notre territoire reste en vigueur, ce qui est quand même majeur dans le contexte international. Mais là, on s'apprête à lancer une consultation sur les cibles de réduction du Québec avec potentiellement un recul. Puis le discours, c'est on se concentre sur l'action et pas sur les cibles. Mais si on fait de l'action, ben, les cibles, on va les atteindre. Donc, je pense qu'on est un peu à un point, et évidemment, la gestion du fonds vert, on en a parlé. Je trouve ça très inquiétant qu'on puisse piger dans le fonds vert pour financer euh, le transport routier, qui est l'une des causes principales de hausse des émissions au Québec. Donc, je pense qu'on s'apprête peut-être à prendre des décisions qui vont nous faire reculer. On est encore un peu à la croisée des chemins au Québec. Donc, il y a encore un champ des possibles là, qui s'ouvre devant nous. Merci de rappeler qu'on est à la croisée des chemins, donc les choix ne sont pas faits. Il y a beaucoup de place pour prendre des bonnes décisions pour ce qui s'en vient. Jean-Pierre, c'est quoi ta lecture de la situation de ton côté? Ben, premièrement, je voudrais faire une mise à jour sur le nombre de membres du ROA. Depuis qu'on s'est parlé, ben, Greenpeace est devenu membre, le 9e membre du regroupement des organismes environnementaux en énergie. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Autrement, je suis d'accord avec Renaud là, sur tout ce qu'il a dit, là, mais moi, je vais intervenir plus sur l'aspect québécois et je pense que ce qu'on assiste en ce moment, c'est encore à une plus grande évidence du prétexte de la transition énergétique pour favoriser l'industrialisation massive de l'économie du Québec et justement sous prétexte de transition énergétique. La Régie a organisé un séminaire, un atelier il n'y a pas si longtemps en collaboration avec le HEC et il disait, bon, qui est-ce qui va payer pour la transition énergétique? Mais quelle transition énergétique? Justement, là, à date, ce qu'on a assisté au Québec, c'est une dilapidation des blocs de mégawatts qui nous restaient, de la marge de manœuvre énergétique qui nous restait, à 100% à l'industrialisation sous prétexte de transition énergétique. Donc, pour le gouvernement du Québec, la fabrication de batteries, et même pour Hydro-Québec, la fabrication de batteries, la fabrication d'hydrogène vert, tout ça, c'est de l'industrialisation sous couvert de transition énergétique. Ça ne réduit pas d'un iota, d'un gramme les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. On met la charrue devant les bœufs. On a développé un plan d'action 2035 avec des cibles de production additionnelles sans savoir où on s'en va et sans savoir comment on va décarboner. On s'est dit, oui, on va développer un PGIR, un plan de gestion intégré des ressources qui va être déposé en avril 2026. Et là, ça va nous dicter justement quelle proportion va aller à la décarbonation, quelle proportion, comment on va se rendre jusqu'à la carboneutralité en 2050. Donc, à date, 100% des blocs de puissance de 5 MW et plus ont été accordés à l'industrialisation et 0% à la décarbonation. Il y a des entreprises industrielles comme les Forges de Sorel, le Finkel Steel, qui, eux, avaient besoin de 16 MW pour convertir 2 chaudières au gaz vers des chaudières électriques. Ils se sont fait refuser ces mégawatts-là par le gouvernement du Québec. Pendant ce temps-là, on donnait 360 MW à Nordvolt, qui a fait patate, et on a donné 150 MW aussi à TES Canada, qui va faire patate, qui n'a pas de marché là, pour l'hydrogène. Même Legault cette semaine a annoncé, a dit que bon, l'hydrogène, c'est même pas prouvé qu'il y a des marchés. Et pourtant, dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, on dit que 75% des prochains térawattheures iront à la décarbonation et 25% à l'industrialisation. Donc, c'est une vaste fumisterie, c'est de l'éco-blanchiment pratiqué par Hydro-Québec et par le gouvernement auquel on assiste en ce moment. On est en train de s'en faire passer une. Et moi, je vous dis, là, il ne devrait pas y avoir de nouvelles productions sans décarbonation. Et à date, c'est exactement ça qui vient d'être intensifié. Comme justement y référait Renaud, là, on retarde de 4 ans les cibles de décarbonation. On fait des reculs sur l'électrification des véhicules. Et pendant ce temps-là, on développe la production énergétique comme si de rien n'était. Donc, c'est complètement ridicule. Là. On est en train de se faire avoir grandement, puis il faut mettre un terme à ça. C'est pas normal qu'on développe sans savoir où on s'en va. Là. On construit l'avion en plein vol, puis ben, c'est ça. Et donc, on aurait dû développer le PGIR
d'abord et avant tout, parce que là, on s'enligne pour faire du grand n'importe quoi. Là, le gouvernement vient de se rendre compte que les batteries, ben, finalement, ce n'est pas l'Eldorado qu'on nous promettait. Fait que là, le gouvernement a décidé de se garrocher sur les centres de données. Ce n'est pas vrai qu'on va scraper des rivières pour des centres de données. Là, je regrette, là, mais il y a vraiment une discussion à y avoir. Il y a une consultation qui n'a pas été faite. On nous passe, c'est ça, de l'industrialisation sous prétexte de transition énergétique, ce qui n'est absolument pas le cas. Je vais arrêter là, mais je pourrais continuer. Ben, merci, ça met bien la table également et ça vient placer beaucoup d'enjeux. On a aussi la chance d'avoir Marie-Céline avec nous, donc justement, on va pouvoir aborder avec elle les questions plus sociales, les questions de droits des travailleurs et travailleuses, justement. Donc, Marie-Céline, de ton côté, comment vois-tu le moment dans lequel on se trouve? Ben c'est ça, tu sais, ma réponse va être brève là, parce que je suis pas une experte en énergie, hein, même si je suis l'actualité, puis je suis vraiment préoccupée par l'enjeu. Je suis pas la meilleure personne là, pour en parler. Mais pour les travailleurs puis les travailleuses qu'on représente, là, 2025 est pas tellement différente des 3 dernières années. Ça fait déjà quelques temps qu'on nous parle de décroissance et par conséquent, là, chaque départ est analysé pour savoir si le besoin est toujours là, s'il est nécessaire de remplacer la personne. On constate qu'il y a une baisse dans le développement des actifs, qu'il y a un déplacement des tâches, mais ça ne se traduit pas encore là, par des mises à pied. Euh, le cap là, vers voyons, je vais chercher. Excusez-moi, la décarbonation, puis la recherche de solutions diversifiées, là, ça fait vraiment partie de notre normalité maintenant. Puis le fait qu'il y ait un relâchement là, du côté des États-Unis, peut-être même du Canada, ben ça se fait pas sentir là. Ici. Les objectifs sont vraiment maintenus. Ben, merci pour ça. Maintenant, ben, je voulais peut-être juste mentionner là, qu'il y aura une période de questions à la fin, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Merci Prune pour le rappel aussi. On va rentrer donc dans une phase de questions bon, qui vont un peu qui vont dans différentes directions en lien avec la transition énergétique. Donc pendant une trentaine, quarantaine de minutes, puis on pourra passer aux questions ensuite. Donc, je me tourne à nouveau vers Renaud et Jean-Pierre. Peut-être que Jean-Pierre, tu peux commencer cette fois. Par rapport au débat public là, qui est très centré sur la production, là, tu y as déjà touché un petit peu. On parle beaucoup, en fait, certains groupes parlent beaucoup de l'idée d'utiliser plus efficacement notre énergie. Comment tu vois cette question-là? Comment est-ce qu'on peut parler de cette question-là? Et pour Renaud, en fait, je soulève déjà là, la question par rapport aux gains économiques qu'on peut en tirer. Donc, Jean-Pierre, tu peux y aller. Oui, bien, premièrement, je vais revenir sur le plus efficacement. Là. Je voulais juste, avant, parler du fait que nous, on a signé le manifeste pour un avenir énergétique juste et viable, et ça nous tient à cœur aussi le fait qu'il faut que ça soit juste, oui, pour les travailleurs, comme ceux que représente Marie-Céline, c'est important que cette transition-là ne se fasse pas à leurs dépens. Puis c'est important aussi que cette transition-là ne se fasse pas aux dépens de la clientèle à plus faible revenu. Parce que les tarifs vont augmenter sensiblement. Et les tarifs, juste avec la décarbonation, si on ne réduit pas nos besoins, les tarifs doubleraient. Et donc, avec l'industrialisation, ben là, les tarifs vont sûrement tripler. Donc, c'est ça, c'est très inquiétant. Pour la question d'utiliser l'énergie plus efficacement, oui, le potentiel d'économie d'énergie est plus grand parce que les coûts évités sont plus grands. Plus on augmente les tarifs, ben, plus le potentiel va grandir parce que plus les mesures vont être rentables. Cependant, la sobriété énergétique a l'air à s'appliquer de façon à géométrie variable. Donc, on nous demande de faire des efforts, de réduire la consommation à la pointe et tout ça, mais ça ne semble pas s'appliquer nécessairement à l'industrie. En tout cas, oui, on demande aux industries de s'effacer en pointe aussi, sauf qu'on leur attribue un paquet de mégawatts qui nous auront coûté cher en termes de sacrifices là, pour
pour justement là, avoir une consommation plus responsable. Et je voulais dire là-dessus qu'il n'y a pas nécessairement d'élasticité prix dans le chauffage, par exemple. Il y a beaucoup de ménages déjà qui sont à faible revenu ou des ménages qui font déjà des efforts là, assez considérables pour minimiser leur consommation d'énergie. Et c'est pas vrai que si on double les tarifs, les gens vont pouvoir faire plus d'économies. À un moment donné, s'il fait 2 fois plus froid, ben, il faut continuer à chauffer quand même et tout ça. Donc, il y a des limites à la capacité de payer à la fois des individus, mais aussi des commerces. Parce que là, par exemple, je prends la cause tarifaire actuelle où le gouvernement a décidé de politiser les tarifs encore en plafonnant à 3 les tarifs résidentiels, ce qui est un peu un cadeau, un cheval de Troie, je dirais, parce que on vient augmenter davantage les tarifs des commerces et des institutions et aussi de l'industrie. Mais qui est-ce qui s'alimente, qui s'approvisionne auprès des commerces? C'est nous. Et donc, les commerces vont augmenter leurs prix qui vont nous refiler finalement à cause des hausses de tarifs. Et les hôpitaux et les écoles aussi subissent ces hausses de tarifs-là. Donc, c'est nous, en bout de ligne, avec nos impôts aussi, qui allons payer pour cette facture. Donc, je pense que oui, c'est louable de demander de maximiser le potentiel d'économie d'énergie. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Ça fait des années qu'on le demande et qu'Hydro-Québec nous disait on n'est pas capable. Et là, tout à coup, on se trouve qu'on est capable de doubler les économies d'énergie prévues. En tout cas, je suis un peu sceptique, là. Et donc, ça semble être surtout au bénéfice du développement économique. C'est toute cette opération-là de réduction des besoins. Ben, merci pour ta perspective. Renaud, qu'est-ce que tu vas ajouter à ces éléments-là? Ben, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, ça ne me rajeunira pas, mais au début des années 2000, Jacques Parizeau demandait à ses fonctionnaires d'Hydro-Québec qu'est-ce qui est plus cher, produire 1 kWh ou économiser 1 kWh? Puis, il disait qu'il n'y avait jamais eu la réponse d'Hydro-Québec. Je pense que l'efficacité énergétique, c'est un chantier qui est constamment sous-exploité au Québec. Pourtant, puis en même temps, quand on regarde la consommation énergétique par rapport à d'autres pays scandinaves dans un climat semblable à nous, on utilise mal notre électricité au Québec. On en consomme beaucoup plus qu'ailleurs. Et on est dans un contexte de coût de la vie important, de crise du coût de la vie, d'inflation. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on semble manquer d'inspiration pour utiliser le fonds vert et qu'on ne déclenche pas un chantier majeur d'efficacité énergétique, de rénovation énergétique dans les logements mal isolés, les fameuses passoires énergétiques. C'est un chantier qui crée de l'emploi dans un contexte d'incertitude économique actuelle et qui améliore le sort de tout le monde et en particulier des moins nantis. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'utiliserait pas ces sommes-là pour déclencher un chantier comme tel. Par ailleurs, au niveau de l'utilisation de l'énergie, moi, j'accueille favorablement l'idée d'avoir un bloc patrimonial qui serait plus abordable, calculé per capita dans une résidence et au-delà duquel là, on aurait un tarif qui est plus conséquent. Et donc, pour tarifer là, davantage les résidences avec piscine chauffée et autres, là, entrée chauffée l'hiver et autres, ce sont des dépenses de luxe, je pense qu'il faut le reconnaître. Et donc, il y a de la place pour des innovations comme ça et de s'enligner dans de la production. Je suis assez d'accord, là, on a un changement majeur au niveau des centres de données. Les centres de données, il faut commencer à regarder ça très sérieusement parce qu'il y a un potentiel de croissance de la demande énergétique qui est faramineux dans les prochains 10-20 ans. On a des plans d'expansion aux États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle qui vont qui vont réclamer des besoins énergétiques majeurs. Et je pense qu'on a une réflexion fondamentalement à savoir
quel bénéfice social est-ce que ces centres de données-là apportent et si on est pour faire des pressions à la hausse sur les tarifs pour toute la collectivité, parce que l'électricité est limitée dans son offre, est-ce qu'on doit vraiment là, se lancer? Je pense que je suis assez d'accord avec M. Finet qu'il n'y a pas eu d'états généraux, il n'y a pas eu de consultation sur les centres de données. On a passé d'un gel à finalement, c'est une opportunité incroyable pour le Québec. Donc, c'est un peu inquiétant de voir qu'on peut changer les orientations comme ça sur des enjeux aussi majeurs. Ben, merci Renaud. Je vais d'ailleurs mettre un article dans le chat là, qui parle de ce nouveau plan économique annoncé par la CAQ dans lequel il y a effectivement une grande place accordée au centre de données. Jean-Pierre, je vois que tu veux rebondir. Je te permets de le faire très brièvement et surtout si tu commences ton intervention en vulgarisant pour tout le monde, c'est quoi le bloc patrimonial en une phrase? Oui, OK. Le bloc patrimonial, c'est l'énergie qu'on a pour laquelle, qui provient des ouvrages pour lesquels on a déjà payé puis qui ont déjà été amortis. Donc, tous les barrages que nos parents, etc., ont payés via leurs tarifs là, qui sont déjà amortis. Donc, c'est un peu le bloc qui est dédié à nous, là, qui est à l'ensemble de la clientèle. J'espère que c'est assez clair, là. Mais ceci dit, je voulais rebondir sur ce que Renaud disait aussi. Oui, on est passé d'une lubie à une autre. Puis le mois prochain, ça risque que le gouvernement annonce qu'il va investir dans les cartes Pokémon. C'est rendu un peu ridicule. Là. Je voulais juste dire, je suis d'accord avec le Renaud aussi quand il dit qu'on pourrait mettre à contribution le fonds d'électrification et autres, parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est c'est totalement injuste. Là, on vient faire supporter par les consommateurs d'énergie renouvelable, d'énergie propre, via la tarification de l'électricité, la décarbonation, en tout cas, ou l'industrialisation et l'industrialisation du Québec. Et donc, les tarifs, c'est la façon la plus injuste là, de redistribuer la richesse. Là. Ça devrait être via, là, finalement, via les impôts et non pas. C'est pas. D'ailleurs, le gouvernement a transféré tout son programme de thermopompe à Hydro-Québec justement pour ne pas avoir à le financer via les impôts, mais plutôt le faire financer par la base tarifaire d'Hydro-Québec. Juste un mot aussi sur l'efficacité énergétique, le coût de l'efficacité énergétique en plus pour réagir à ce que Renaud disait, c'est parce qu'Hydro-Québec considère l'économie d'énergie comme une perte de revenus. Donc, bien que, par exemple, en 2019, un coût de kilowattheure économisé pour répondre à Jacques Parizeau était 1,9 sous, Hydro-Québec greffait à ça 8,2 sous de perte de revenus, si je ne m'abuse, de 8 sous environ de perte de revenus. Donc, Hydro-Québec nous charge à la clientèle le revenu qu'elle a perdu via l'économie d'énergie. Il faut avoir du culot un peu. Et en plus, d'autant plus dans une période de pénurie, pseudo-pénurie d'électricité, ben là, on peut questionner la légitimité de la perte de revenus en tant que telle. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ben, merci beaucoup pour les précisions. Ben, je vais changer un peu la direction là, pour offrir une plateforme à Marie-Céline. Là. En fait, on aimerait beaucoup t'entendre sur les principales demandes syndicales de votre organisation pour qu'on fasse avancer la transition juste au sein de l'organisation que vous représentez, en fait, de votre employeur. Oui, merci Andrea. Ben oui, nous, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la transition juste. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec les travailleurs des mines de charbon en Alberta. On voudrait surtout pas que ça nous arrive. Nos membres qui choisissent de travailler pour Énergir le font surtout pour les bonnes conditions de travail qui sont offertes. Hein. Notre accréditation syndicale a plus que 65 ans. Il y en a des heures de négociation là, dans notre convention collective. Et on veut surtout pas perdre ça. Puis notre seule façon que la transition, faut que la transition, elle se fasse avec notre employeur. C'est aussi ça la volonté de nos membres, là, c'est de progresser avec l'entreprise. Comme les travailleurs forestiers étaient choqués cette semaine d'entendre les propos du premier ministre Legault
Nous non plus, on ne veut pas être abandonnés à notre sort, là, envoyés en formation pour être qualifiés puis rechercher des nouveaux emplois. On veut garder notre ancienneté, notre fonds de pension, bref, nos conditions de travail. Surtout nos jobs, là, pour continuer à avoir une vie décente, à pouvoir prendre soin de notre famille. Il y a quelque temps, en fait, c'est en 2020, avec la collaboration de la FTQ, on a implanté un laboratoire de transition juste chez Énergir. Il s'agit d'un comité paritaire entre le syndicat SEPB, là, les employés de bureau, les représentants aux ventes et l'employeur. L'objectif d'un laboratoire de transition juste, c'est de créer un espace de dialogue dans le but de décarboner un milieu de travail. Dans notre cas particulier, c'est plutôt le Québec au complet là, qu'on veut décarboner. Bon, j'exagère, il n'y a pas de réseau gazier partout, mais vous comprenez que le défi est grand. Le défi est grand aussi parce que ça touche vraiment le cœur de nos activités. Il y a un premier pas qui est fait avec cet espace de dialogue-là pour s'assurer qu'on est pris en considération dans la transition énergétique qui va nous mener vers la décarbonation. Une demande qu'on a fait, c'est d'avoir un portrait là, avec des scénarios prospectifs sur l'avenir de nos emplois. Par exemple, c'est un scénario plus pessimiste, un optimiste, puis un entre deux. Une autre demande qui fait présentement partie de notre négo, c'est que on soit systématiquement inclus en aval dans tout projet de transformation énergétique pour avoir un impact là, sur nos tâches ou sur nos emplois. Bien, merci beaucoup. Ça met bien la table, je pense, là, à vos préoccupations actuelles. Justement, en fait, je vais retourner vers Renaud et je vais retirer mon justement. Ce n'était pas le bon marqueur de relation. En fait, je vais dévier un petit peu. Renaud, selon toi, et selon les autres experts économistes, c'est quoi les modèles qu'on doit prioriser quand on parle de transition énergétique, de production d'énergie propre? Et qu'est-ce que ça change du point de vue économique pour le Québec? Ben, il y a le côté consommation, le côté production. Peut-être juste avant, je rebondirais sur les propos de Marie-Céline, à savoir que je pense que c'est une très bonne idée de demander à Énergir des scénarios plus précis de sa vision 2030-2050 qui est sur papier intéressante. Moi, dans mon travail, j'analyse des plans de transition d'entreprises du secteur pétrole et gaz et il n'y a aucun autre plan que j'ai vu qui prévoit une baisse des volumes de vente. Donc, dans le plan d'énergie, c'est 2050, on dit on va atteindre la carboneutralité avec 50% baisse des volumes, 50% GNR. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'au plan des moyens pour atteindre ces cibles-là, en particulier le volume des ventes, on a du mal à voir actuellement quels sont les moyens mis en place pour réduire les volumes de vente. On continue à fournir des parcs industriels qui s'agrandissent et autres. Et donc, d'insister auprès de l'entreprise pour dire ben, quel est vraiment le plan, quel va être vraiment l'impact sur les travailleurs. Je pense qu'on a besoin de plus de concret là, au niveau d'énergie, au-delà des grandes déclarations de principe. Sinon, pour les modèles de production de consommation, ben, je pense qu'il faut saluer la décision récente d'Hydro-Québec d'ouvrir à la production éolienne. Ça, c'est vraiment un changement historique, là. Hydro-Québec qui était dans les barrages depuis sa création. Et donc, qu'Hydro-Québec entreprenne au plan donc, centralisé de donner des blocs d'énergie éolienne en appel d'offres, c'est bien. Et de produire lui-même de l'énergie en collaboration avec des partenaires du privé, c'est bien. Mais je pense que ce qui est encore mieux au plan de l'acceptabilité sociale pour l'éolien, c'est d'avoir des partenaires qui sont vraiment actionnaires des projets, des communautés locales. Je pense au projet Appuyat sur la Côte-Nord, où il y a 50% qui est par les Inuits, par la communauté Inuit locale, 50% Boralex.
Et donc, la communauté Innu est vraiment dans le siège du conducteur, partagé avec le privé. Je trouve que c'est un modèle qui est intéressant. Par contre, je pense qu'il faut faire attention avec l'éolien aussi. Je me promenais dans la région de la Mauricie récemment et avec le projet TES Canada, c'est quand même dommage, je dirais, de voir des affiches contre les éoliennes dans cette région-là présentement. Il y a comme deux sortes d'affiches qu'on voit qui sont par la population, mis par la population. C'est contre la privatisation avec un éolienne puis un signe non. Et il y en a d'autres, c'est vraiment contre les éoliennes. Donc, disons, cette imprécision, cette improvisation, je dirais, dans la gouvernance de l'éolien, où on disait, ben, si vous avez un projet industriel privé, une compagnie peut autoproduire sur quand même des grandes superficies, là. Je pense que c'est une erreur et la population, maintenant, on vient quand même de créer un mouvement anti-éolienne purement, ce qui est vraiment dommage pour la transition énergétique. Les modèles décentralisés, à plus petite échelle, je pense qu'il y a des expériences sur le territoire où je pense qu'il y a une communauté autour de la baie du Tusson, une communauté Innu-Écrit qui prévoit un projet de 2 éoliennes. Il y a d'autres MRC même qui peuvent mettre en œuvre des projets énergétiques locaux où vraiment ils décident. Donc, on a moins de problèmes d'acceptabilité sociale parce que ça touche les gens sur le territoire au lieu d'arriver puis de consulter puis là d'imposer une solution. C'est toujours mieux. Puis au niveau de la consommation, je dirais, il y a énormément d'avantages économiques à l'électrification. Et ça, je pense qu'il y a une occasion manquée quand on parle de baisser la taxe sur l'essence au lieu d'encourager l'électrification dans le secteur des transports. Il y a comme une vision à court terme, je pense, qui est mise de l'avant parce que oui, c'est vrai que des subventions aux véhicules électriques, ça favorise les ménages plus aisés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la moduler selon le revenu, par exemple, si on veut innover, puis vraiment permettre à tout le monde de pouvoir avoir un moyen de transport qui, sur le cycle total de possession, est moins coûteux. Donc, déjà, donc avec une subvention, puis même il y a des études qui montrent que le point d'inflexion, même sans subvention, serait moins coûteux sur le cycle de vie d'une voiture quand on a une voiture électrique versus une voiture conventionnelle. Donc, encore une fois, je ne comprends pas comment disons, c'est un peu un réflexe, je dirais, populiste, où on maintient le statu quo, puis on dit, ben, on retire les subventions parce qu'il y a des critiques, mais je pense que si on avait une vision un petit peu plus englobante des bénéfices économiques pour les ménages, c'est des vraies économies pour les ménages, là, on ne parle pas ici de frivolité, c'est vraiment, ça se traduit en plus d'argent dans le portefeuille des ménages. Donc, il y a des solutions qui sont à portée de main, qui apportent des bénéfices économiques, qui soulagent la crise du coût de la vie. Je voyais aussi dans le chat une mention des hausses de loyer après des rénovations éco-énergétiques. C'est sûr qu'on ne peut pas, c'est une très bonne remarque, on ne peut pas planifier des mesures de rénovation en vase clos, puis faire abstraction de la crise du logement là, qui est là. Puis peut-être une dernière mention. Je participais à un panel sur les coûts d'adaptation hier, puis on parlait de certification de résilience, donc d'évaluer comment les différentes bâtisses sont, disons, protégées par rapport aux sinistres à venir qui sont en augmentation. Et il y a aussi l'aspect, le même pendant, mais pour l'efficacité énergétique, qui est la cotation énergétique des bâtiments. On avait inscrit ça dans le plan en transition, dans le plan directeur en transition énergétique en 2018-2023. Il y avait un budget qui était assorti. On a coupé ce budget-là et maintenant, on vise la cotation obligatoire juste pour les très grands bâtiments commerciaux. Alors, pourquoi on n'aurait pas un système de cotation qui permettrait de donner plus d'informations aux personnes qui veulent acheter une maison ou locataires? Et puis on le voit dans d'autres villes canadiennes, des villes américaines, et qui permettrait de justifier l'octroi de subventions quand la cotation énergétique, qui est souvent sous des lettres, là, mais quand on arrive en bas de D, là, E, F, G, ben là, il pourrait avoir un programme qui s'applique en tenant compte évidemment là, des possibilités de rénoviction.
Merci beaucoup, Renaud. C'est des points super importants que tu amènes, surtout là, pour les questions sociales. Jean-Pierre, je me permettrais de dévier légèrement de notre scénario pour te demander d'une part si tu veux rebondir sur ce que Renaud a dit, puis peut-être aussi en profiter pour répondre à la question d'Émile Boisseau-Bouvier dans le chat là, sur les outils de planification dont on devrait se doter. Je pense que ça atteint les mêmes objectifs que ce qu'on avait prévu initialement. Oui, écoute, il y a tellement de choses que Renaud a dit sur lesquelles je voulais rebondir aussi, mais pour répondre à Émile, c'est un peu comme je disais tantôt, là, on a mis la charrue devant les bœufs. Ça prendrait un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques avant une production débridée. Et puis oui, le plan d'action d'Hydro-Québec en ce moment, fait office de politique énergétique au Québec. C'est un peu la queue qui brasse le chien. Normalement, le plan d'action devrait suivre une politique énergétique, mais on n'en a pas au Québec de politique énergétique depuis la politique énergétique 2015-2030 des libéraux. La CAQ n'a pas cru bon en faire. On n'a pas de politique industrielle non plus, là. Donc, c'est ça. Ça prend un plan de gestion intégrée des ressources d'abord et avant tout, et ensuite une planification puis un développement des besoins énergétiques en fonction de ces besoins-là. Là, on n'essaye même pas justement de réduire là, avant de produire. Là. Donc, je ne sais pas si en tout cas, ça répond pour le commentaire d'Émile à tout le moins. Renaud parlait aussi de la cotation énergétique des résidences en référant au plan directeur à l'époque de Transition énergétique Québec. Oui, c'était là. Oui, c'est arrivé trop tard pour différentes raisons. Là, puis la Ville de Montréal, encore une chance que les municipalités sont là pour prendre le leadership climatique que le gouvernement n'a pas. Et ça, on a fait des belles choses avec les municipalités. Là. On a quand même fait adopter des réglementations pour réduire les gaz à effet de serre, notamment en ce qui a trait au gaz naturel. Et donc, donc, c'est ça. Et là, le gouvernement, avec le projet de loi 41 qui a adopté, vise enfin, finalement, là, un peu à se coller sur la Ville de Montréal et à favoriser la cotation énergétique des résidences, des bâtiments, des gros bâtiments et des bâtiments multirésidentiels de 25 logements et plus. Mais un peu comme on réclamait, même Pierre-Olivier Pinault et moi, là, que ça devrait s'appliquer à l'ensemble des plus petits bâtiments aussi, comme en Europe, là, comme en France. Là. Et on était excessivement en retard là-dessus. Lors des audiences en commission parlementaire, le ministre disait que oui, il pouvait décider d'aller dans ce sens-là, mais ça branle encore dans le manche. Par rapport à Test Canada aussi, une couple de mots sur Test Canada qui est un de mes sujets aussi de prédilection. Un peu comme j'expliquais en ondes avec Gérald Filion dans la zone économie, le problème, c'est pas juste du pas dans ma cour, c'est que ce projet-là est à des fins privées pour des bénéfices strictement privés, qu'encore là, qu'on déguise en projet de décarbonation, mais il n'y a pas de décarbonation avec la production d'hydrogène. Il y a une décarbonation une fois qu'on va utiliser cette production-là pour remplacer des combustibles fossiles. Ce n'est pas parce que tu produis de l'hydrogène que tu décarbones. Ça, c'est encore là, ça fait partie de l'éco-blanchiment puis de la fumisterie. Là. Donc, les gens de la Mauricie, ils savent très bien que cette pseudo-autoproduction-là n'est pas destinée nécessairement à décarboner le Québec. D'ailleurs, un tiers de cette production-là est supposé aller dans des camions qui fonctionnent à l'hydrogène qui n'existent même pas. Puis l'autre 2 tiers est supposé aller pour faire du gaz naturel artificiel pour énergir, puis il n'y a encore là toujours pas d'entente formelle. Donc, c'est un peu tout l'éco-blanchiment qui fait en sorte que les gens sont sceptiques, puis qui disent, ben, il y a des limites là. Puis en passant, de l'autoproduction, là, que moi, je m'installe un panneau photovoltaïque sur ma maison, puis que j'autoproduise, puis que j'autoconsomme cette production-là, c'est une chose. Mais si j'installe 120 éoliennes sur une douzaine de municipalités envoisinantes, c'est plus de l'autoproduction, c'est de la production carrément. Là. Le gouvernement a déformé complètement l'intention de l'article 60 de la loi sur les régies de l'énergie qui permettait l'autoproduction à partir de biomasse seulement sur le terrain d'une entreprise pour ses propres besoins. Et là, on a complètement déformé cette intention-là de règlement pour justement permettre là, une production tout azimut là, à des fins privées, ce qui est complètement indécent.
Puis on appelle ça de la gestion responsable des ressources renouvelables. Il faut avoir du front. Le projet de loi 69, la loi 24 est très mal nommé. Merci, merci beaucoup, Jean-Pierre. Très clair. On va retourner vers Marceline. Donc, Énergir, l'un des employeurs où travaillent les membres que vous représentez, vise une transition vers 100% de gaz naturel renouvelable d'ici 2050, ce qui va nécessairement entraîner des transformations dans les métiers et dans les pratiques. Donc, du point de vue syndical, comment vous évaluez les impacts possibles sur ces emplois-là, sur les compétences des travailleurs et travailleuses? Ben, notre souhait le plus grand, c'est que notre employeur se diversifie et qu'on réussisse à maintenir tous les emplois. Et dans un scénario vraiment optimiste, là, ça serait même d'en créer des nouveaux. C'est certain que nos tâches vont se transformer, mais le besoin de requalification est pas vraiment présent dans notre cas, là. Il n'y a aucun de nos membres qui a de diplôme en gaz naturel, là, que ce soit fossile ou renouvelable. On a des DEC en génie civil, génie mécanique, géomatique, des diplômes en comptabilité. Je les nommerai pas toutes, là, mais par exemple, quelqu'un qui fait de la facturation ou du recouvrement pour une consommation de gaz naturel, il peut le faire pour une autre solution énergétique, là, sans retourner sur des bancs d'école. L'expérience qu'on a acquise là, au fil des années va pouvoir servir les nouvelles solutions énergétiques. Oui, bon, il va y avoir des apprentissages à faire, mais si on conserve nos conditions de travail actuelles, la transition va être beaucoup plus facile. Si je peux vous donner un exemple, là, en ce moment, il y a un projet exploratoire de géothermie. Bien, à partir de descriptions de tâches déjà existantes, on a créé une nouvelle description de tâches pour des mandats temporaires pour le moment, mais pour se joindre à l'équipe géothermie. C'est donc 2 de nos membres qui font le travail. C'est sûr qu'elles ont eu de la formation sur la géothermie, mais outre ça, elles avaient déjà toutes les compétences pour effectuer leur nouveau mandat. Aussi, on a des techniciens de projet qui, eux, ont de l'expérience avec les clients sur le terrain pour les installations, entre autres, là, des branchements au réseau gazier. Bien, leur expérience va aussi pouvoir servir pour l'installation des puits de géothermie. Fait que oui, il va falloir qu'ils apprennent les technicalités qui sont liées à la géothermie, mais l'écart n'est pas aussi grand là, que d'apprendre un tout nouveau métier euh, dans une nouvelle entreprise, là. Fait que ça nous donne de l'espoir. Ben, merci. Très clair, encore une fois. Donc, c'est pas tous les métiers qui vont être affectés. Parfait. Est-ce que Jean-Pierre, tu voulais réagir? Renaud? Oui. Ben oui, c'est ça. Énergir a différentes opportunités, solutions vers lesquelles elle peut se tourner. Puis d'ailleurs, une des seules bonnes choses du projet de loi, c'est qu'il permet à Énergir de ne plus seulement distribuer du gaz, donc le projet de loi 69, la loi 24 maintenant, permet à Énergir de ne plus être strictement un distributeur gazier qui prend la molécule au point A et qui la livre au point B. Le gouvernement permet maintenant à Énergir de se lancer dans la vente d'énergie autre, je dirais, probablement plus genre thermique, un peu comme la géothermie à laquelle faisait référence Marie-Céline. Parce que c'est des tuyaux dans le sol aussi, puis qu'Énergir a une certaine expertise là-dedans. Oui, c'est une avenue de solution. Cependant, il y a beaucoup de choses qui sont normalement sous-traitées là, dans la géothermie, entre autres le forage des échangeurs de chaleur et tout ça. Puis ensuite, on installe une thermopompe. Et ça va demander d'autres types de facturation, là, de facturer des BTU plutôt que des mètres cubes. Donc ça va demander un certain changement aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a de la place pour les employés actuels d'Énergir dans cette nouvelle voie-là. Il y a aussi les réseaux de chaleur urbaine qui vont pouvoir
qui représente aussi une opportunité pour Énergir. Je sais qu'Énergir aussi s'y penche beaucoup. Donc, ça aussi, encore là, on va pouvoir là, chauffer de l'eau pour la distribuer pour des réseaux de chaleur. Il y en a même qui se font à la géothermie, entre autres un projet à Surrey, en Colombie-Britannique, qui fait du district heating, qu'on appelle, et qui, justement, à partir de géothermie. D'ailleurs, il y a un événement la semaine prochaine, Marie-Céline, je ne sais pas si c'est au courant, mais à Québec, il me semble, sur le district heating. Donc, un genre de conférence qui va se faire là. Donc, il y a différentes opportunités, mais il reste que, de toute façon, c'est la question de l'urne, je dirais, c'est plutôt la viabilité des actifs d'Énergir en fonction de la date prévue de carboneutralité en 2050. Donc, il y a autrement dit, tous les nouveaux actifs d'Énergir, même ceux auxquels faisait référence Renaud plus tôt. Par exemple, Énergir vient de tirer un nouveau tuyau de distribution jusqu'à Bécancour en 2022, là, qui a fait approuver en 2022. Bon, ben si normalement Énergir amortit ces tuyaux-là sur une période de 40 ans. Là, dans ce cas-là, c'est la société portuaire qui a payé cash pour. Mais il reste que c'est un tuyau qui amène du gaz à des fabricants de batteries dites vertes. Et ces fabricants de batteries dites vertes-là sont installés au Québec pour fabriquer des batteries à partir d'hydroélectricité québécoise. Mais ne s'engagent pas à consommer du gaz naturel renouvelable parce qu'il est trop cher. Et donc on a des fabricants de batteries brunes, finalement. Et donc, il y a un problème avec le coût du gaz naturel renouvelable et son accessibilité et l'impact sur la compétitivité aussi des entreprises. Donc, il n'y a pas de solution magique. Mais il reste que puis c'est ça. Donc, il y a les actifs d'énergie qui certains éventuellement devront être radiés, j'imagine. Et donc, c'est ça. C'est une transition. Puis, il faut faire référence au plan climat, là, au plan de résilience climatique aussi, auquel référait Renaud plus tôt. Il y a beaucoup de solutions, justement, en termes de comment on va réduire les GES, mais il y en a moins un peu sur comment on va faire en sorte que la transition soit juste pour les employés d'énergie. Merci. Renaud, voulais-tu y aller? Non, je dirais peut-être. Bon, non, ça, j'ai un souvenir. Pas de souci. On pourrait continuer à parler d'énergie, mais il y a d'autres sujets, je pense. D'accord. Ben, justement, en fait, on peut revenir un petit peu plus macro. Donc, j'en ai parlé en introduction. Là, on sait qu'au Québec, il y a certains reculs qui ont été annoncés. Il y en a d'autres qui sont dont on parle, mais qui n'ont pas encore de décision qui a été prise de la part du gouvernement. Pour vous, c'est quoi les risques qui sont associés, les risques et les conséquences potentielles associées à ces reculs-là pour une transition qui est crédible? Fait que justement, Renaud, on va y aller avec toi pour cette question-là. Ben, le risque, c'est le verrouillage carbone. C'est un risque sur les finances des ménages quand on s'appuie sur des technologies qui sont inférieures comme le transport avec les moteurs à combustion. Cette technologie va se faire remplacer éventuellement par l'électrification. Donc, si on remet à plus tard cette transition, ben, c'est juste de l'argent de moins dans les poches des ménages. Et si on mise sur une réduction de la taxe sur l'essence plutôt que des incitatifs à l'achat de véhicules électriques qui pourraient être testés selon les revenus, ben encore une fois, on reste dans le statu quo et on répond de façon, je dirais, un peu populiste à, disons, un certain discours ambiant comme quoi respecter le coût de la vie puis répondre au coût de la vie ben, ça serait d'annuler toute forme de taxe. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On peut maintenir certaines taxes, mais bonifier d'autres aides, accompagner vraiment les personnes dans une perspective de justice sociale. Il y a des mécanismes qui existent. On a parlé du bloc patrimonial pour les logements. Je pense aussi qu'en pleine COP, il y a peut-être un effort diplomatique à faire du Québec par rapport aux tarifs chinois sur les véhicules électriques, qui sont vraiment une plaie. Oui, il faut regarder du côté des travailleurs de l'industrie automobile, il ne faut pas les laisser tomber, mais là, on est en train de vraiment
mettre une barrière étanche à des produits qui amélioreraient grandement le bien-être puis la situation financière des ménages, là. Donc, c'est une décision de mettre des tarifs qui se prend au niveau du Canada. Mais je pense que le Québec a des intérêts à faire valoir dans une perspective où on a un plan de décarbonation. Et oui, si on peut faire des véhicules électriques chez nous au Canada, peut-être même les véhicules lourds au Québec d'ailleurs. Sur le plan des véhicules lourds au Québec, on connaît là, ce qui s'est passé avec Lyon. Il y a eu un peu des déboires au niveau de la production des véhicules lourds. Maintenant, Lyon qui fait juste finalement l'entretien des autobus. Mais je pense que c'est une erreur de laisser tomber aussi rapidement ces filières-là. Encore une fois, je pense qu'il y a une vague populiste de remettre en question tout soutien public à peu près n'importe quoi. Et donc, on a été peut-être un peu frileux pour maintenir cette filière-là, qui est une filière d'avenir, clairement. J'ai été un peu déçu de voir autant le gouvernement que les partis d'opposition un peu critiquer fortement Lyon au lieu de proposer des solutions constructives, finalement, de restructurer l'entreprise, de peut-être même la racheter au niveau d'une société d'État ou d'avoir un partenariat, d'innover finalement pour maintenir, pour mettre à niveau, ne pas perdre l'expertise qui s'est construite, même s'il y avait des lacunes, là, évidemment. Donc, je pense que pour résumer, on est comme à l'aube de mauvaises décisions qui pourraient se prendre, qui n'ont pas, pour la majeure partie, été prises encore. On parle de piger dans le fond vert, réduction de la taxe sur l'essence, mais quand même, donc, il y a encore de la marge de manœuvre et on peut encore éviter de reculer encore plus. Je pense au projet de GNL Québec 2.0, hein, qui est un projet avec des lobbyistes actifs présentement qui font des rencontres auprès du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec. C'est l'entreprise Marinvest Énergie qui a un projet là, au lieu d'avoir un nouveau pipeline de gaz qui relierait le bord de l'Ontario jusqu'à Saguenay, là, on l'allongerait jusqu'à la Côte-Nord. Et donc, de notre point de vue, en fait, quand on regarde les données sur le marché du GNL, il y a une demande de gaz qui est, quand on regarde les différents scénarios, qui est à peu près flat, là, qui n'est pas en croissance majeure ni en diminution majeure d'ici 2030, même d'ici 2050. Et en contrepartie, on a une augmentation de la production qui est prévue là, bien au-delà de l'augmentation de la demande. On parle d'une augmentation de 40 des capacités d'exportation de GNL dans les 5 prochaines années, là. Donc, c'est massif. C'est des projets qui sont déjà en construction, qui vont être achevés d'être construits aux États-Unis, surtout en Louisiane, Texas. Et donc, de penser démarrer un nouveau projet de GNL pour le Québec qui prendrait peut-être 10 ans à être construit dans le meilleur des scénarios. Donc, on serait déjà en 2035. Tous les autres projets qui sont en train d'être construits seraient déjà opérationnels et on serait plus loin qu'une situation de suroffre. La suroffre, elle arrive, là, elle commence. Il va y avoir une pression à la baisse sur les prix, donc pour la rentabilité de ces projets-là. Je pense qu'au niveau économique, autant qu'au niveau environnemental, où on se verrouille dans une énergie fossile, le gaz, il faut lever le drapeau puis éviter de commettre ces erreurs-là. Puis le Québec a quand même une bonne feuille de route. Quand on regarde Anticosti, on a évité ces pièges-là de s'enfermer dans des productions, dans des chantiers énergétiques qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas des chantiers d'avenir. Donc, je pense que pour le GNL, on doit garder le cap. Merci. Très clair. Veux-tu répondre à ce que Renaud vient de dire, Jean-Pierre? Écoute, moi je suis d'accord avec ce que dit Renaud, mais moi, mon champ d'intervention, c'est moins sur ces pipelines-là et plus sur ce qui se passe au Québec, là, malgré que Kibawek et Chalk River, ça en est un autre qui me concerne le plus parce que c'est, entre autres, on a un membre là, qui s'occupe du nucléaire, là, pour la surveillance du nucléaire, mais non, c'est certain qu'on n'a pas besoin de gaz, comme on n'a pas besoin de nucléaire non plus, là. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que le gouvernement est en train de dilapider les restants de nos ressources, notre potentiel hydroélectrique et éolien. Et après, ils vont dire, ben là, si vous voulez décarboner, ça va en prendre du nucléaire, là.
Et ça, c'était encore plus touché tant qu'à moi que le gaz. Donc, c'est pour ça que le gouvernement n'est pas à court de mauvaises idées. Là. Ils cherchent toujours des problèmes pour leurs solutions. Et c'est un peu ça qu'on a en ce moment. Là, on a un gouvernement qui a une solution à un problème qu'on n'a pas. Et puis, ben, c'est ça. C'est ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on a un paquet d'idées plus ou moins souhaitables, pour être poli. Merci. Peut-être que pendant la période de questions, il y en aura sur d'autres solutions qui sont mises de l'avant. On peut retourner vers Marie-Céline, en fait, avant de passer à la période de questions, justement. Donc, de votre côté, je me demandais, c'est quoi les freins auxquels vous êtes confrontés quand vient le temps de mobiliser vos membres sur la transition juste? Est-ce que vous avez l'appui de vos membres? Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de cette question-là à l'interne? Oui. Ben, on sait tu sais, que nos membres sont de plus en plus préoccupés par la transition juste, euh, surtout qu'on vient de les sonder pour faire notre cahier de demande en vue du renouvellement de notre convention collective. On fait toujours des questions ouvertes là, qui laissent beaucoup de place à l'expression. Euh, Fait que même si on est toutes et tous conscients là, qu'il y a urgence d'agir, que le réchauffement climatique s'accélère, mais la principale menace qui nous plane au-dessus de la tête pour des employés de bureau, ben, c'est l'intelligence artificielle, hein. On en parlait tantôt, là, l'intelligence artificielle, ça a des impacts sur l'environnement, mais ça a des impacts aussi sur le monde du travail. Donc, beaucoup de nos tâches sont de plus en plus automatisées ou juste facilitées, donc plus rapides, hein. Si on devient plus efficace, ben, c'est inquiétant pour la pérennité de nos postes. Aussi, c'est difficile de trouver un angle là, qui va mobiliser, mais sans effrayer, sans que ce soit, sans parler de catastrophe, hein. Fait que syndicalement, là, c'est plus facile de mobiliser nos membres sur des enjeux qui les touchent quotidiennement, là, comme la flexibilité d'horaire, le télétravail. C'est difficile de leur parler de changements hypothétiques là, dans leurs emplois qui vont avoir lieu là, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis peut-être plus tard aussi, là. Mais tu sais, on lâche pas, on n'abandonne pas nos revendications. D'ailleurs, si je peux répondre à Émile, là, il y avait une question dans le chat. C'est notre revendication en ce moment dans le laboratoire de transition juste, c'est d'avoir des chiffres. Fait que si on se base juste sur le fait qu'il n'y aura plus de distribution de gaz fossile en 2050, ben c'est sûr que les chiffres vont probablement être catastrophiques. Mais si euh, notre employeur réussit à se diversifier, ben là, on pourrait avoir des chiffres plus encourageants. Mais comme tous ces projets-là sont en mode exploratoire, ben c'est difficile d'avoir des chiffres. Mais on continue à le demander quand même, là. C'est ça nos scénarios qu'on voudrait avoir, le scénario plus pessimiste, optimiste ou un entre-deux, là. Donc, ça pour dire qu'on continue nos revendications. Puis aussi, ben, la FTQ est en train de finaliser une formation sur la transition juste, fait qu'on compte y inscrire nos délégués. Puis, en ayant nos délégués mobilisés, ben, ça aussi, ça va nous aider là, à mobiliser nos membres. Ah, super, c'est une bonne piste d'action. J'ai vu que Jean-Pierre, tu voulais peut-être réagir? Oh, oui, c'est juste que je sais que c'est pas la période de questions, mais je voulais demander à Marie-Céline, tu sais, moi, je sais qu'Énergir, justement, comme tu disais plus tôt, le procède par attrition dans les emplois syndiqués, mais est-ce que c'est vrai que les emplois non syndiqués de cadres ont beaucoup augmenté au cours des dernières années? Est-ce que c'est pas frustrant d'ailleurs de voir justement un paquet d'emplois non syndiqués s'additionner pendant qu'on fait l'attrition d'emplois syndiqués? Mais en ce moment, on ne le sent pas tant, l'attrition des postes. Tu sais. Est-ce que l'attrition est due à la transition énergétique ou est due à l'automatisation des tâches, au changement technologique, plus qu'au changement d'énergie? Je pense que c'est plus ça. Puis
oui, c'est sûr que ça nous inquiète le fait qu'il y a beaucoup d'employés non syndiqués qui soient embauchés, mais ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont besoin d'expertises différentes, que puis ces emplois-là ne font pas partie de notre accréditation, malheureusement. Donc, Ben, merci beaucoup. Ben, justement, on y est, Jean-Pierre, à la période de questions. Donc, on peut y aller. Donc là, il y a le Q&A qui est, la fenêtre de Q&A qui est pas trop loin, je pense. Je vais m'y rendre, mais avant ça, on avait aussi une question dans... Bon, OK, non, j'ai le Q&A. Donc, on a deux questions de Myriam. Donc, d'abord, la première, parmi les solutions existantes mais peu exploitées, il y a la création de boucles thermiques pour utiliser la chaleur produite par des industries ou immeubles pour alimenter en énergie d'autres activités comme les systèmes de chauffage et réfrigération de logements, de bâtiments municipaux, d'hôpitaux. Est-ce que donc, la question est formulée de la manière suivante. Est-ce un manque d'imagination, la dépendance au chemin de résolution? Est-ce que Renaud, tu voudrais réagir? Je ne suis pas un expert de la récupération là, de chaleur. J'ai vu un projet à Québec en lien avec l'incinérateur. Je pense que ce sont des no-brainers, là. S'il y a de la chaleur qui se perd, récupérons-la. Mais je m'arrêterai. Peut-être Jean-Pierre voudrait rebondir. Oui, ben, il y a différentes choses. Il existe, si vous allez voir sur le site du gouvernement du Québec, avec l'ancienne transition énergétique, là, il y a un Stéphane Gagnon, entre autres, au gouvernement, qui, lui, fait un répertoire des rejets de chaleur industriels au travers le Québec où il y aurait des opportunités, justement, de réutilisation de cette chaleur-là. Il y a des exemples, par exemple, assez intéressants, comme celui du projet Zibi à Gatineau, où ils utilisent les eaux usées de la centrale de la papetière Kruger pour alimenter les thermopompes. Euh, il y a quand même du gaz en backup, là. Mais donc, ça en est un. Mais on parle surtout aussi là, des opportunités de mariage, d'usage qui sont complémentaires, là, comme une aréna à côté d'un bâtiment d'un spa, par exemple. Donc, un besoin de froid, puis l'autre a besoin de chaud. Donc, l'échange de chaleur, c'est ce qui est le plus profitable, puis qui amène des coefficients de performance les plus élevés. Oui, c'est quelque chose de possible, mais c'est pas la panacée en soi, là. C'est une chose, là, et d'ailleurs, c'est normal. Il y a des réglementations qui exigent de refroidir l'eau avant de l'acheter dans l'environnement, là, tu sais. Donc, oui, puis c'est un peu le fait que l'énergie est pas chère et puis qui fait en sorte qu'on n'a pas, c'est pas rentable de la récupérer. Quand plus l'énergie va coûter cher, plus ça va être intéressant de la récupérer. Un peu la même chose, là, tu sais, on parle des centrales de cogénération comme celle qui devait être Bécancour, la centrale thermique de TransCanada. Donc, c'est des centrales qui sont très inefficaces là, et qui amènent beaucoup de rejets de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'on planifie souvent, en marge de ces centrales-là, d'installer des serres, par exemple, qui, elles, vont bénéficier d'une chaleur gratuite ou pas chère. Euh, donc, c'est ça. C'est des exemples, mais ce n'est pas la panacée. Ça fait partie du Ben, bouquet de merci. solutions. Merci beaucoup, très clair. Est-ce que tu voudrais répondre à l'autre question de Myriam, qui est un petit peu plus technique? Donc, peut-on avoir les détails sur la rencontre sur les Central Heating District? Oui, ben, il faut que je demande à mon ami Denis, mais je vais le chercher là, pendant qu'on en parle, puis je vais vous revenir le plus tôt possible. Je vais essayer de faire une petite recherche vite, vite. Attends, ce sera pas long. Je vais Ben, il n'y a texter. pas de souci. Ben, peut-être qu'on peut aller à une autre question alors en attendant. On parle de l'incinérateur de Québec qui produit de l'énergie pour des industries voisines. Mais le chantier pour rejoindre le tuyau vers le méga hôpital dans Mézeray est très coûteux. Est-ce que l'un de vous connaît un peu cet enjeu? Je pense que c'est un complément d'information, là. Effectivement, je pense qu'il y a pas des dépassements de coûts. Est-ce que ça veut dire que le projet n'est pas valide? Je pense pas, mais je ne connais pas les détails du projet. Parfait.
est-ce que vous aviez d'autres éléments à ajouter avant qu'on mette fin au panel, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de questions qui entrent? Ben, moi, Bram, j'aurais aimé, tu es à Belém présentement. Je ne sais pas, tu dois être arrivé depuis pas très longtemps, mais je suis curieux tu nous as parlé un petit peu du contexte, mais je pense que la délégation québécoise est très mince à Belém, malheureusement. Donc, comment tu vois le contexte? Est-ce que tu as des espoirs par rapport à cette COP? Parce qu'on a été pas mal déçus des dernières COP, là. Est-ce que cette année, puis le rôle du Québec là-dedans, même si le ministre de l'Environnement n'est pas là, le premier ministre n'est pas là, est-ce que tu croises d'autres, y a-tu d'autres fonctionnaires du Québec? Comment ça se passe? Oui, oui, ben justement, on a eu une rencontre avec le gouvernement qui, normalement, est la rencontre annuelle avec le ministre. Bon, là, il n'y avait pas le ministre, mais il y avait quand même Jean Lemire. Puis on avait aussi le sous-ministre adjoint au changement climatique qui était là, la conseillère senior au changement climatique du MRIF euh, et une membre des fonctionnaires de l'équipe du MELCC. Donc, Rachel Lévesque, pour ceux et celles qui la connaissent. Mais dans tous les cas, donc, il y avait quand même une délégation de gens qui sont engagés dans l'action climatique, qui étaient là. En fait, oui, ils étaient déçus que le ministre ne soit pas là, mais ils sont quand même très, très actifs. Ils sont engagés dans les négociations via le groupe des gouvernements infranationaux. Jean Lemire était à une rencontre de la BOGA. La semaine dernière, il y avait le Local Leaders Summit où ils étaient aussi avec plein d'autres gouvernements infranationaux. C'est sûr qu'ils nous ont dit clairement que ce qu'ils venaient chercher à la COP beaucoup cette année, ce qu'ils priorisaient, c'était en savoir plus sur les manières de communiquer leurs mesures, de défendre leurs mesures. Il y a plein de panels, il y a plein de... Puis je sais qu'ils posent la question à tous les gouvernements qu'ils rencontrent. Ils l'ont posé au gouvernement californien qui a été très clair sur ce qui pour eux est l'ingrédient secret pour une recette de transition réussie, c'est la constance et la cohérence. Donc, ça c'est le gouvernement lui-même qui nous a dit ça. Donc, j'espère qu'ils vont en prendre bonne note. Fait que ça, c'est pour le gouvernement du Québec. Là, c'est sûr qu'il espère pouvoir ramener des pistes, des éléments à dire au ministre. Puis justement, ils ont été quand même très, très assidus là, dans la réception de nos demandes. On en a plusieurs. Puis ils vont les envoyer au ministre. On a aussi demandé une rencontre avec le ministre à voir si ça se traduit en quelque chose de concret. Puis, tu sais, au niveau des négociations, là, on le sent très clairement là, que le Brésil n'est pas l'Azerbaïdjan et n'est pas les Émirats arabes unis, puis qu'ils veulent quelque chose de tangible sur... Puis, tu sais, après 2 ans où, avec peu d'avancées sur la sortie des énergies fossiles, ben là, il va en être... J'ai l'impression, j'ai foi là, qu'on puisse arriver à un progrès, au moins dans le langage et dans les textes, là, parce que depuis le fameux bilan mondial, on n'en a pas eu. Fait que ce serait mon partage d'expérience jusque-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ben oui, merci. Andréane, je viens de poster la réponse là, pour la question de l'événement à Québec, là. J'ai fait une recherche, parce que là, je ne suis pas sur mon ordinateur, puis là, c'est une recherche Bing, ça a l'air. En tout cas, ça va vous amener à une page qui dit que c'est le Decentralized Energy Forum au château Frontenac du 20 au 21 novembre. Donc, ça devrait, si vous voulez me confirmer que vous êtes capable d'y accéder, là, j'ai mis ça dans la réponse à Myriam. Parfait. Prune, si jamais tu veux le partager plus largement, je pense pas qu'il y a d'enjeu. Euh, Donc voilà, en fait, je vous invite vraiment à suivre les prochaines éditions des Négos en bref, puis tout le reste de la programmation des dialogues pour le climat. Donc, les Négos en bref, c'est le bulletin dans lequel on résume ce qui se passe dans les négociations. Et aussi à me contacter si jamais vous voulez jaser de ce qui se passe sur le terrain. Donc, je remercie nos panélistes parce que, bon, mettre la table sur la transition énergétique, c'est assez complexe. En faire sens, ça l'est. En fait, je pense que ce que le panel a démontré, c'est toute cette complexité-là. Il y a énormément d'éléments, puis en essayant d'avancer des solutions, on arrive souvent à créer d'autres problèmes. Donc, ça fait partie des risques de la gestion de la transition énergétique, définitivement.
Merci beaucoup, Prune, pour ton aide, pour ton accueil, pour l'organisation logistique. Merci à Marie-Céline Rose, à Jean-Pierre Finet et à Renaud Gignac pour leur partage d'expertise. Et sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bon après-midi. Merci. Bon À la après-midi. prochaine.